Lorsque les bombes ont commencé à tomber le 7 juillet, la population était déjà soumise à un blocus qui a plongé la bande de Gaza dans une grave crise économique. L'opération Bordure Protectrice visait à mettre fin aux tirs de roquettes du Hamas et à détruire les tunnels vers Israël. Dans les faits, les civils qui ne pouvaient pas fuir cette bande de terre de 41 km de long en ont été les premières victimes. Plusieurs écoles des Nations Unies qui servaient de refuge ont été bombardées et l'hôpital Al-Shifa a été touché par un obus. Au total, 25 structures médicales ont été endommagées. Des milliers de personnes ont été blessées lors de l'opération Bordure Protectrice. Les équipes de l'hôpital Al-Shifa étaient débordées et une équipe MSF est arrivée pour les soutenir 10 jours après le début de l'offensive. Ça a atteint un niveau qu'on n'a jamais vu en termes de pilonnage, en termes de destruction. Les équipes, effectivement, étaient super inquiètes, à voir des morts plein les rues, et des blocs opératoires qui tournaient 24 heures sur 24, nos équipes qui travaillaient la nuit pour relayer le personnel de la santé du ministère qui était épuisé, mais qui a pas arrêté de travailler, qui a fait un boulot assez impressionnant. Blessures multiples, brûlures, éclats d'obus, les blessés, en majorité des femmes et des enfants, arrivaient par vagues successives, souvent trop nombreux pour les équipes chirurgicales. Elles ont dû enchaîner les interventions pour parer au plus urgent. Le 5 août, à l'entrée en vigueur d'une trêve assortie de négociations entamées au Caire, l'armée israélienne a retiré ses troupes au sol. On envisage la suite, donc ce qu'on est capable de faire et qu'on va proposer donc au ministère de la Santé, c'est retravailler sur la chirurgie réparatrice, en particulier des brûlés. Par explosion, il y en a beaucoup. Travailler toujours sur les soins intensifs et renforcer les soins post-opératoires. 2 jours après le début de la trêve, les 520 000 personnes déplacées commençaient à rentrer chez elles, la plupart pour constater que leurs maisons ne sont plus que des tas de gravats. Dans les rues de la vieille ville d'Hébron, les volets sont fermés. Derrière, des familles soumises à la violence, aux arrestations, aux destructions commises par l'armée israélienne. Pendant que l'offensive militaire se poursuivait à Gaza, la Cisjordanie est devenue le théâtre d'affrontements très violents. Comme de nombreux Palestiniens, Zénab a assisté, impuissante, à la destruction de sa maison. À 3 heures de l'après-midi, plus de 10 jeeps remplis de militaires sont arrivés avec 2 bulldozers. Ils ont d'abord démoli les maisons qui sont là-bas, ensuite ils sont venus vers nous et ils nous ont demandé d'évacuer. Mais ça ne s'est pas passé aussi rapidement et aussi facilement qu'ils l'auraient voulu, alors ils ont utilisé la force. Depuis le 18 juin, MSF, qui gère un programme de soins psychiatriques à Hébron, a pris des mesures d'urgence pour rencontrer autant de victimes que possible. Les patients, des enfants en état de choc, des personnes souffrant de stress post-traumatique. En un mois, l'équipe a donné plus d'1 millier de consultations. Kailaoun, à l'est de la Sierra Leone, se trouve en plein cœur du foyer d'Ebola. C'est dans cette zone que les autorités du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone ont décidé début août d'imposer un cordon sanitaire en renforçant les services de santé et en limitant les déplacements de population. La Sierra Leone est le pays le plus touché. Plus de 450 cas d'Ebola étaient enregistrés début août. À Kailaoun, MSF gère une structure de 64 lits. Même en l'absence de traitement contre le virus, les médecins prennent en charge les symptômes de la maladie, diarrhée, vomissements ou encore fièvre. Un psychologue est également présent pour les patients et leurs familles, et 200 agents communautaires informent la population sur la maladie et les mesures à prendre. Le temps passe et à chaque instant, il y a de nouvelles contaminations. Une personne peut transmettre le virus à beaucoup de monde. Plus on tarde, plus la maladie se répand et plus elle sera difficile à contrôler. MSF a intensifié son intervention en Guinée et Sierra Leone
en termes logistiques et de ressources humaines. Mais sa capacité de réponse a des limites, alors même que la maladie continue de se propager. Début août, les pays concernés et l'Organisation mondiale de la santé ont enfin annoncé une série de mesures concrètes pour juguler l'épidémie. Ces mesures doivent être mises en œuvre de manière urgente. Chassés par le conflit ou la famine, des Sud-Soudanais arrivent quotidiennement dans les camps de réfugiés en Éthiopie. Certains, peut-être, portent le bacille du choléra. Une épidémie sévit en effet au Soudan du Sud depuis plusieurs mois. Alors que la pluie inonde régulièrement les camps et que les installations sanitaires sont largement insuffisantes, les médecins redoutent l'apparition du moindre cas. S'il y a un seul cas de choléra, la situation va devenir explosive. Ça sera très difficile à gérer, car le site est détrempé. C'est très compliqué pour tout le monde de maintenir une hygiène acceptable. MSF a donc lancé une campagne de vaccination préventive, c'est-à-dire avant l'apparition des premiers cas, dans les camps et les villages alentours. Au total, 117 000 personnes âgées de plus d'1 an ont reçu une dose du vaccin. Mais il n'y a pas que le choléra. Comme dans tout camp de réfugiés, les risques d'épidémie sont élevés à Gambela. MSF souhaite donc généraliser les vaccinations préventives contre les maladies meurtrières dans les contextes de déplacement de population. Dans les semaines à venir, les équipes prévoient d'organiser en Éthiopie d'autres campagnes de vaccination contre le pneumocoque notamment. Une injection dans l'œil par semaine pendant 4 à 9 mois. Pendant longtemps, le seul traitement disponible pour lutter contre la rétinite à CMV au Myanmar décourageait bien des patients. D'autant que ce traitement n'empêche pas l'infection de gagner l'autre œil et qu'il n'est pas toujours facile de trouver un soignant capable de l'administrer. Il existe bien un traitement oral, mais jusqu'il y a peu, il n'était pas disponible au Myanmar. La plupart des gens ne savent pas à quel point ces pilules sont précieuses. Et ils ne réalisent pas à quel point la vision est importante pour la vie. Je sais que si je perdais ma vision, je perdrais tout. Donc je ne veux pas la perdre. Ce traitement oral, c'est le Valganciclovir. Après de longues années de négociations pour obtenir le médicament à un prix abordable, MSF a enfin pu commencer à l'offrir à ses patients à Dawei, dans le sud du Myanmar. D'ici 2015, tous les malades pris en charge par MSF dans le pays pourront en bénéficier. Ce traitement, plus simple et plus efficace, empêche aussi l'infection de se propager. C'est un changement radical pour les malades. Mais son prix est toujours élevé et il ne fait pas encore partie des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À cause de ces deux barrières, de nombreux malades doivent encore endurer des injections douloureuses ou risquer de devenir aveugles. En quelques mois, la moitié ouest de la RCA s'est vidée de la majorité de ses habitants musulmans. Leur seul espoir de survie était de se rendre dans des enclaves, partir vers l'est du pays ou se réfugier de l'autre côté de la frontière. Épicentre, le centre de recherche épidémiologique de MSF, a interrogé ceux qui sont arrivés à Sido au Tchad. Les résultats de cette enquête montrent que ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été exposées avant leur départ à un niveau de violence extrême qui a entraîné la mort de 2200 personnes, séparé les familles et précipité leur exode. La fuite s'est faite de manière chaotique et désorganisée, dans des camions surchargés et régulièrement attaqués. L'enquête a également montré que 322 personnes sont mortes lors de leur fuite vers le Tchad. Malgré l'escorte de l'armée tchadienne, les personnes expliquent qu'ils ont subi des attaques, parfois très violentes, des viols, des attaques armées, lors du transport en camion pour la plupart vers le Tchad. En mai dernier, le Tchad a décidé de fermer sa frontière avec la RCA et plus aucun camion ne fait désormais route vers le Cameroun. Les réfugiés qui parviennent à franchir la frontière le font après des semaines de marche. Ils sont épuisés, malnutris
et l'assistance qu'ils reçoivent sur place est loin d'être adaptée à l'ampleur des besoins.